Bonjour. Avant de commencer, un petit disclaimer. Je n'ai rien contre Olivier Py. Je respecte absolument son travail, son engagement, notamment auprès des détenus. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'hier, j'ai entendu son interview pour France Culture pendant la semaine d'art en Avignon, où il parlait du théâtre populaire. Et si je m'exprime aujourd'hui, c'est parce que pendant un an, j'ai travaillé sur justement le théâtre politique et le théâtre populaire de la Révolution française à aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais envie de réagir à ça sans haine, c'est juste que ça va me permettre d'avoir une introduction pour mes prochaines vidéos sur justement le théâtre politique populaire et la représentation du peuple sur la scène contemporaine, parce que pour moi, l'origine même du théâtre politique, enfin l'ambition de mes recherches, c'est de montrer que le théâtre politique naît avec cette représentation du peuple sur scène, et donc cette création d'un théâtre dit populaire. J'entends toujours les gens un peu ricaner quand on parle de théâtre populaire, mais et diable, c'est qu'ils ne sont jamais venus dans les salles de théâtre, qu'ils n'ont jamais compris ce que c'était que le service public de la culture, c'est qu'ils en sont beaucoup trop éloignés pour voir à quel point sa définition est très simple et vécue par les hommes et par les femmes qui le font et ceux qui l'apprécient. Déjà, le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur le ricanement des gens par rapport au théâtre populaire. Et surtout, sur ce morceau de phrase, c'est qu'ils ne sont jamais venus dans les salles de théâtre, qu'ils n'ont jamais compris ce qu'était le service public de la culture. Donc si les gens rient, c'est parce qu'ils ne sont jamais venus dans les salles de théâtre. Donc cela signifie que la dimension populaire du théâtre peut se voir dans les spectateurs et donc dans une possible diversité des publics. Et donc j'ai regardé la définition du mot populaire par le CNRTL, qui appartient au peuple, qui le caractérise, qui est répandu parmi le peuple, qui est composé de gens du peuple, qui est fréquenté par le peuple, et aussi qui est accessible au peuple, qui est destiné au peuple, et qui concerne l'ensemble d'une collectivité, la majorité, la plus grande partie d'une population. Est-ce qu'on peut dire réellement aujourd'hui que le théâtre appartient au peuple ? Parce que quand on parle de la salle, je ne suis pas sûre, personnellement, qu'on a la représentation de la réalité socio-culturelle dans les salles de théâtre. Et l'autre problème que je trouve dans cette phrase d'Olivier Py, c'est qu'on dirait que le théâtre est devenu populaire avec Jean Vilar, qui, historiquement, n'est pas vrai du tout. On le voyait déjà avec Louis-Sébastien Mercier, qui rêvait d'un théâtre populaire, et je le cite, « capable de cimenter le corps social au nom d'un idéal commun, comme le faisaient les passions médiévales, qui, dans leur simplicité, présentaient au peuple des objets dont son imagination était déjà remplie. » Et cette envie de créer un théâtre populaire unificateur, elle date du XVIIIe siècle, donc on est bien avant quand même Jean Vilar et la création du Festival d'Avignon. Des trésors spirituels, mais financièrement à la portée de tous. C'est aussi bête que ça. C'est souvent dans les salons bourgeois qu'on doute de la vertu du théâtre populaire. Et étonnamment, quand on va dans les écoles, quand on va dans les banlieues, quand on va dans les prisons, c'est aussi mon cas, on n'en doute jamais. On ne doute jamais de tout ce qui pourrait permettre d'apporter ces trésors spirituels à tous et particulièrement à ceux qui en sont exclus. Bon, déjà, là, on a une vision extrêmement romantique et romantisée du théâtre, avec le théâtre populaire étant défini par Olivier Py comme des trésors spirituels mais financièrement à la portée de tous. Là, moi, ça me pose un peu problème, en fait, cette question de trésor spirituel. Déjà, c'est une vision extrêmement paternaliste. On va apprendre aux spectateurs à avoir une forme de spiritualité. Est-ce que le théâtre est le lieu du spirituel ? Encore une fois, je regarde la définition du CNRTL, la spiritualité, c'est qualité de ce qui est esprit ou âme, concerne sa vie, ses manifestations, ou qui est du domaine des valeurs morales. Donc j'entends bien le trésor spirituel, le fait que les théâtres élèvent l'âme, tout ça, mais est-ce qu'on parle vraiment de tous les spectacles ? Est-ce que tous les spectacles font ça ? Parce que quand même, à l'origine, le théâtre populaire, donc qui se manifestait dans l'Empire, tout ça, par le mélodrame, en fait c'était un instrument de contrôle des masses, avec justement cette volonté d'inculquer des valeurs morales. Et là, je vais citer Abel Hugo, le frère de Victor Hugo, qui a réalisé un traité sur le mélodrame et qui disait
On terminera par une exhortation au peuple pour l'engager à conserver sa moralité, à détester le crime et ses tyrans, surtout on lui recommandera d'épouser des femmes vertueuses. Et surtout avec cette dimension pédagogique, on peut tomber dans un écueil qui est celui justement de l'élitisme, bizarrement. Parce que l'instance explicative, en fait, part du principe que la personne d'en face ne connaît pas. Et si l'on prend un classique par exemple, on part du principe que du coup cet objet va élever l'âme des spectateurs, donc on pense que l'âme des spectateurs n'est pas élevée. Je vous parlais tout à l'heure de trésors, et alors il y a un mystère, c'est pourquoi certains êtres se privent de ces trésors. Moi, je suis face à ça comme face à une énigme. Ce qui est pour moi énigmatique, c'est que on n'ait pas le désir de rentrer dans les musées et de rentrer dans les théâtres, parce que c'est quand même une des rares occasions dans la vie humaine qu'on a de rencontrer le sens. Et je tiens à dire que ce sens n'est pas religieux, parce qu'il ne vient pas d'en haut, qu'il ne s'impose pas, qu'il a souvent beaucoup plus la forme d'une question, comme chacun sait. Mais alors c'est ainsi, il y a des êtres qui se priveront toujours de ces trésors-là. J'admets que si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est par rapport à cette phrase, à cette idée que des personnes se priveraient d'art et n'auraient pas le désir de voir des spectacles, d'entrer dans des musées. J'avoue que ça m'a un peu fait tiquer et je vais pas répondre à cette phrase moi-même parce que je pourrais être véhémente et que j'aurais envie de dire aux personnes qui pensent ainsi d'aller lire Bourdieu. Pour répondre à cette phrase un peu provocatrice d'Olivier Py, je vais vous lire une phrase d'Olivier Deneveux dans Contre le théâtre politique. Est-ce vraiment si grave que le monde entier n'aille pas au théâtre? Que se joue-t-il sur les scènes qui soient à ce point indispensables à une vie? Une existence sans théâtre est-elle vraiment ratée, amoindrie, incomplète? Il est certes aisé, voire obscène, de l'écrire quand on a soi-même la chance et la possibilité, sinon le besoin, d'y aller plusieurs fois par semaine et d'y vivre quelques-unes de ses émotions les plus précieuses. La question n'appelle pas bien sûr une réponse négative, mais à minima une réponse réflexive. D'où vient dans le monde culturel ce désir de sauver l'humanité, les plus pauvres, les plus délaissés, les plus visiblement stigmatisés? La mission flirte ô combien avec l'évangélisme et le rachat d'un crime de petite bourgeoisie. Le bon spectateur, en l'occurrence, est toujours celui qui n'est pas là, l'absent, celui qui est fantasmatiquement toujours plus populaire et dont l'attente organise toutes les frustrations. Se défaire de ce paternalisme, de cette certitude que le monde attend quiconque pour s'émanciper, se cultiver, s'émouvoir, est peut-être l'une des conditions nécessaires à la pratique d'un théâtre autrement populaire. A-t-on encore le droit, du point de vue de ceux qui le font, de ne pas aimer le théâtre? Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que des conditions sociales ou sociétales privent les êtres qui en auraient le désir d'y accéder. Moi, je suis né parce que une troupe de théâtre est venue dans ma petite école de province nous faire découvrir ce que c'était que l'art théâtral. Grâce à eux, je suis né spirituellement. Alors il me semble que j'ai un devoir vis-à-vis de ces professeurs qui ont fait venir l'art dans mon école. J'ai un devoir vis-à-vis de ces artistes qui ont fait ce travail-là. Et j'ai un devoir vis-à-vis des jeunes générations qui pourraient eux aussi découvrir l'étincelle de la vie spirituelle. Donc là on est face à une contradiction d'Olivier Py, qui parlait juste avant d'avoir le désir de découvrir le théâtre et d'entrer dans les musées. Et là, il montre que le théâtre et la fréquentation des théâtres est culturelle et se fait grâce à l'éducation. Par rapport à cette question de désir, on peut penser à Platon et au banquet. Donc Platon qui disait « Celui qui désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas ». Et donc il faut créer ce manque, et ce manque se crée justement par l'éducation. Et c'est comme ça, moi, que j'ai pu avoir une idée de ce qu'était le théâtre, déjà par la captation, puis après quand j'étais en Hippocagne, de rentrer dans un théâtre pour la première fois. Et ce travail justement de découverte du théâtre se fait grâce à la médiation culturelle. Mais vous savez, les moyens sont au fond assez simples. D'abord, la tarification doit être basse, elle doit rester basse. Il faut rappeler qu'une subvention subventionne d'abord les spectateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un service public de la culture? C'est d'abord de subventionner les spectateurs. C'est pas du mécénat d'État, hein, c'est pas de donner plus d'argent aux artistes qui seraient des enfants gâtés. C'est pas ça du tout. C'est simplement de faire qu'on puisse s'offrir cette aventure du théâtre.
Donc là, Olivier Py fait la liste en fait des moyens de médiation culturelle. La première chose, ça concerne donc la tarification qui doit être basse, et ça j'en suis persuadée. Je trouve ça extrêmement bien que pendant le couvre-feu, le théâtre de l'Odéon fasse des places gratuites pour les moins de 25 ans, je crois, que la Comédie Française ait des jours où c'est gratuit pour les moins de 28 ans. Ça, c'est génial. Concernant le Festival d'Avignon, les places du in et du off, quand on est étudiant, quand on est chômeur, quand on est ouvrier, sont quand même relativement élevées. C'est-à-dire qu'on est sur du plus de 15 euros. J'ai pas les chiffres exacts en tête, et puis je suis retournée sur la billetterie du Festival d'Avignon et je n'ai pas trouvé les prix. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être une question à se poser par rapport justement à ces prix pour les spectateurs les plus précaires. Concernant la subvention, la définition de la subvention, c'est une subvention est, en première approche, une aide financière directe ou indirecte allouée à une personne publique en vue de financer une activité d'intérêt général. Et il n'y a aucune mention des spectateurs ou du public par rapport à ça. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Enfin, c'est génial de faire en sorte que des spectacles puissent se créer avec les moyens que l'on souhaite. Et c'est une question sur laquelle on reviendra dans mon reportage sur les femmes et le théâtre, cette question des subventions pour les femmes qui est quand même amoindrie. La subvention est une aide à la création, et tant mieux. Et c'est pas grave. Après oui, peut-être que s'il n'y avait pas de subvention, les places seraient plus chères. Je dis pas le contraire, c'est sûrement vrai. Et je pense qu'Olivier Py voulait plus aller là-dedans plutôt que dans l'écueil un peu démagogique que je suis en train d'établir, mais que l'on retrouve aussi dans cette question du mécénat d'État. Mais tant mieux aussi. C'est génial que l'État ait un budget alloué à la culture. Enfin, on va pas se plaindre de ça. Et pareil pour les artistes enfants gâtés, on y reviendra par rapport aux femmes et au théâtre. Ensuite, je crois qu'il faut jamais prendre les gens pour des... jamais. Je ne pense pas une seconde, quand je travaille Shakespeare avec des détenus, que je comprends mieux Shakespeare qu'eux. C'est eux, au contraire, par leur expérience, par leur vie, par leur soif, par leur besoin de sens et de littérature, qui me font comprendre tout le prix de Shakespeare. Là, on a une autre problématique qui s'offre à nous grâce à Olivier Py, c'est la question du populaire et de l'élitiste. C'est pour ça qu'il utilise Shakespeare, et je remets absolument pas en cause son engagement par rapport aux détenus. La question là, qui me fait un peu tiquer, c'est cette question justement d'un théâtre populaire qui ne serait pas élitiste, et surtout ce fait de prendre des gens pour des cons. Est-ce que jouer autre chose que du Shakespeare pour des spectateurs plus populaires, ce serait les prendre pour des cons? Dans toutes mes recherches, je me suis rendu compte que le théâtre se diversifiait à partir du moment où on mettait le peuple sur scène. Parce qu'il y a une reconnaissance. Shakespeare, ce n'est pas fait pour tout le monde, et ce n'est pas grave. Je crois qu'il faut qu'on se le dise, que le théâtre classique, ce n'est pas fait pour tout le monde, et ce n'est pas grave. Et tant pis si on me tape dessus parce que je dis ça, et évidemment qu'on peut faire un Shakespeare populaire comme l'a fait Thomas Joly. Et surtout, ça pose un problème qui est assez récent en fait dans l'histoire du théâtre, parce que chaque époque a eu ses dramaturges qui écrivaient pour leur époque. Donc, à chaque époque, leur théâtre contemporain. Quand Shakespeare écrit, il écrit pour les gens de son époque. Quand Racine écrit, il écrit pour les gens de son époque. Quand Hugo écrit, il écrit pour les gens de son époque. Bref, vous avez compris. Et là, aujourd'hui, on a une forme un peu de conservatisme avec ce patrimoine et ce répertoire, en fait, de théâtre français,
Et ça pose d'autres questions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'intéresse à la diversité au théâtre, non pas pour dire il faut mettre des Noirs et des Arabes sur scène, mais pour voir comment à travers d'autres récits on va trouver d'autres publics. C'est cette question-là en fait qui m'intéresse, et j'ai pas encore de solution. Je suis en train de travailler dessus à l'université. Cette espèce d'écueil démagogique me gêne un peu, et surtout dans l'histoire du théâtre, cette question s'est aussi posée. De se dire, oh mon Dieu, est-ce que tout le monde peut regarder du Hugo, des tragédies et par exemple, je vais citer quelqu'un qui s'appelle René-Charles Guibert de Pixérécourt, qui a fait un essai qui s'appelle Guerre au mélodrame. Je vais vous mettre la date juste ici, je suis désolée, je l'ai pas en tête, qui disait vouloir faire un théâtre populaire pour ceux que leur goût, leur éducation ou leur état n'ont pas mis à même d'acquérir des connaissances, et l'on ne peut disconvenir que cette classe ne forme la plus grande partie de la société, n'en sont pas moins avides de plaisir et n'ont pas moins que les autres le droit de s'en procurer. Il faut donc les assortir à leur goût, à leur éducation, à leur état, et surtout à leurs moyens pécuniaires. Et je pense pas que cette personne soit dans un nivellement de la culture. Parce que le mélodrame, du coup, j'y reviens, était utilisé par l'État dans un objectif pédagogique. En fait, en voyant que l'intégralité du peuple français ne savait pas lire et ne pouvait pas avoir accès à toutes les informations comme tout le monde, et donc le mélodrame insistait un peu plus sur le langage visuel et musical pour plaire à tout le monde, et on est sorti de la déclamation de Racine et de Corneille, et on est parti en fait de cette fixité pour faire un théâtre un peu plus spectaculaire pour que ça puisse parler à plus de gens. Et c'est pas mal, et c'est pour ça qu'après, avec Victor Hugo, ça a explosé pendant l'époque romantique pour parler au plus grand nombre. Ce n'est pas grave si on change les codes du théâtre, et de toute façon le théâtre évolue tout le temps, et c'est pas grave. C'est pas grave. Et ce n'est pas faire preuve de démagogie que de dire ça, c'est s'adapter à son époque. Et je dis pas qu'il faut faire des choses plus faciles, je dis pas qu'il faut arrêter les classiques, je dis juste que un théâtre populaire peut être autre chose qu'une espèce de volonté d'apporter à tout prix le classique aux gens. C'est tout. Qu'est-ce que j'entends dire souvent aussi? Que les salles sont vides, que nous ne jouerions que pour une élite, etc., etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est ceux qui ne viennent jamais au théâtre. Depuis des années, dans tous les lieux du théâtre public et de la décentralisation, nous allons dans les écoles, nous allons dans les associations, nous allons dans les banlieues, nous faisons ce que j'appelle la décentralisation de 3 kilomètres, c'est-à-dire pas celle qui va de Paris à Avignon, mais celle qui va d'Avignon à Montclar. Nous faisons ça, il y a des hommes et des femmes très obscurs, on ne parle jamais, qui travaillent quotidiennement à cette chose-là. Et je ne peux pas entendre dire que la décentralisation est rouillée, qu'il n'y a que des élites dans les salles, parce que ça n'est pas vrai. Nous avons chaque année des études sur le public qui vraiment démontrent l'erreur totale de ces propos répétés. Alors, par rapport à la décentralisation, c'est très chouette ce que fait Olivier Py par rapport à Montclar, qui est une ville de la banlieue d'Avignon, où il y a quand même des gens plus précaires que dans Avignon, mais la décentralisation n'est pas complète aussi. Je vais revenir sur mon exemple personnel, et je n'en fais pas un cas incroyable, mais juste pour que vous ayez conscience, j'ai regardé avant de faire cette vidéo à combien de temps de chez moi étaient les théâtres. Donc je viens de Combloux, une petite ville de Haute-Savoie, et le premier théâtre à côté de chez moi, c'est la Scène nationale de Bonlieu à Annecy, qui est à 1h05 de route en passant par l'autoroute. Et la décentralisation a essayé un peu de contrer le fait de se focaliser sur les métropoles et leurs banlieues pour entrer justement dans les endroits de France un peu plus ruraux où il n'y a pas de théâtre, et c'est pour ça qu'il y a eu le Théâtre du Peuple dans les Vosges. Par rapport au Festival d'Avignon, j'ai regardé les chiffres de fréquentation du festival qui sont publics, hein, c'est les synthèses d'études sur le public du Festival d'Avignon. 19% de moins de 30 ans, ça veut dire que 81%
du public du Festival d'Avignon a plus de 30 ans. Les données relevant du parcours d'études des enquêtés restent superposables à celles des 3 dernières éditions. Le public du festival est majoritairement diplômé de l'enseignement supérieur, et les enquêtés non titulaires d'un diplôme post-bac ont pour beaucoup plus de 56 ans. La répartition des festivaliers en fonction du critère professionnel montre néanmoins que les catégories socio-professionnelles les moins diplômées y sont représentées. Chouette. En effet, bien que la plupart des cadres, toutes branches professionnelles confondues, soient plus importantes dans la composition du public, il n'en reste pas moins qu'en 2017, près de 7% des festivaliers sont employés et 2,4% sont ouvriers. Olivier Py avait parlé des 2% d'ouvriers de Jean Vilar qui étaient moqués par Sartre, et là on peut se dire qu'en plus de 50 ans, en fait, on en est à 2,4%. Donc c'est un chiffre qui n'a pas réellement augmenté. Et je ne dis pas que c'est un échec en fait de la part d'Olivier Py et du Festival d'Avignon. Je dis qu'il y a un travail à continuer à faire, et cette espèce de véhémence qu'il a à dire que non, le Festival d'Avignon n'a pas comme festivalier que des élites, et ben un petit peu quand même. Donc ça, c'était pour 2017. Et pour 2018, les 15-30 ans font 18% des festivaliers. Le public du festival est majoritairement diplômé de l'enseignement supérieur, et les enquêtés non titulaires d'un diplôme post-bac ont majoritairement plus de 56 ans. Donc on revient toujours sur cette idée-là. Il n'y a pas eu d'évolution en un an. La répartition des festivaliers en fonction du critère professionnel montre néanmoins que les catégories socio-professionnelles les moins diplômées sont aussi représentées. Ce sont le plus souvent des publics locaux. Et là, on n'a plus de chiffres. Mais donc ça montre quand même qu'il y a toujours ce problème des classes populaires au Festival d'Avignon et dans les théâtres. Ça ne peut pas se résoudre en 5 minutes, en 50 ans, en 70 ans. C'est un vrai travail, donc le travail de médiation culturelle. Et je fais pas ça pour dire vraiment qu'Olivier Py a tort. Je dis juste qu'il faut nuancer. Et que c'est en disant non, c'est bon... il y a toutes les classes sociales représentées qu'on ne fait plus ce travail en fait de recherche des publics et tout ça. Donc c'est ça qui me pose plus problème. C'était une petite vidéo en réaction à ce que racontait Olivier Py dans cette interview. Donc ce n'est pas une attaque, c'est vraiment parce qu'il me semblait que cette interview pouvait vraiment faire un basculement vers ma prochaine vidéo. Donc si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.